Bonsoir à tous, bienvenue à ce troisième épisode du podcast de Hockey TV. Le sujet, maintenant, on a fait ce qu'on appelle dans le jargon un mock draft ou en fait une simulation de repêchage. On a utilisé le système de loterie sur Internet pour avoir les possibles 14, l'ordre des 14 premières équipes qui vont repêcher, donc qui gagneront ou qui perdront dans un sens la loterie du prochain repêchage. Et donc, pour parler de ce sujet-là, on a tout d'abord les panélistes qui seront de cet épisode-là. On a Jonathan Lévesque de Rimouski. Salut, Joe. On a ensuite Marc-André Fortin de Sherbrooke. Salut, Marc. Salut. Et finalement, pour une troisième fois de suite de Val-d'Or, Maxime Larouche. Bonsoir. Alors, avant de procéder avec ça, la manière qu'on va un peu monter tout ça, on va regarder la liste là, des principaux espoirs, donc ceux qui devraient sortir, disons, top 15 au prochain repêchage de la Ligue nationale. Et on va parler un peu de chacun, leur qualité, à quels joueurs ils sont comparés, etc. Et ensuite, on vous présentera la loterie qui a été tirée et nous, à quel endroit on placerait tel joueur en fonction des équipes qui se retrouvent à un rang précis. Donc, on va commencer ça local, là, je vous dirais. Donc, peut-être, moi personnellement, j'ai été surpris, je sais pas pour vous autres. Donc, celui qui a été classé, en fait, premier de la centrale de recrutement pour les patineurs nord-américains. On va commencer par ce côté-là. Des patineurs nord-américains, un Québécois, Pierre-Luc Dubois, qui a été choisi, en fait, qui est classé maintenant premier par la centrale de la Ligue nationale de hockey en Amérique du Nord. Donc, je passerai, en fait, avec un nouveau panéliste. Je vais donner la parole à Marc-André pour qu'il commence ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pierre-Luc Dubois, premier des Nord-Américains. Moi, je trouve que c'est quand même surprenant, mais il a bien terminé la saison. Puis, c'est quand même un gars de 6 pieds 2, je crois. Quand même grand, puis il est bien à sa place. Il peut sortir, à mon avis, 6 à 9e. Là. Je vais switcher à un autre nouveau. Joe, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de Pierre-Luc Dubois, premier Nord-Américain? Personnellement, j'ai été assez surpris de le voir sortir premier. Tu sais, je le voyais certainement dans la top 5 des joueurs nord-américains, mais certainement pas premier. Tu sais, comme Marc-André disait, il dit quand même un gros joueur, 6 pieds 3, même 200,5. Et c'est sûr qu'il a bien fini la saison, mais moi, c'est sûr que si j'avais eu à choisir, à prédire quelqu'un qui avait fini premier, ça n'aurait pas été lui. Seulement, j'avais peut-être plus sorti dans son... Hey, ça lag un peu. On a pas compris la fin de qu'est-ce que tu disais. Ouais, t'es surpris de le voir premier. T'aurais vu plus qui, tu disais? Je l'aurais plus vu sortir. J'aurais plus vu Mathieu Ketchup être classé premier. OK. Je le verrais plus que Dubois, je pense peut-être plus qu'il va sortir dans la top 5. OK. OK. Toi, Max, qu'est-ce que tu penses de ça? Pierre-Luc Dubois, premier? Les deux l'ont mentionné avant moi. Une belle shape de hockey. 6 pieds 3, 200 quelques livres. Je pense qu'en plus, c'est un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Ça, les équipes de la Ligue nationale recherchent ça. Les recruteurs aiment ça parce qu'à leur âge, un gars qui est responsable défensivement, c'est une denrée rare parce qu'on voit souvent, à cet âge-là surtout, les plus talentueux, souvent, là, je généralise, les plus talentueux, souvent, sont juste bons sur un sens de la patinoire, la défensive. Ça leur dérange pas. Ils veulent juste les points à cet âge-là, souvent. Mais Dubois, on voit qu'il est très responsable défensivement. Malgré qu'il n'est pas un joueur très physique, il est quand même capable de... Il ne se laisse pas marcher ses pieds. Puis c'est un qui a du caractère. Surtout en fin de saison, on l'a vu exploser avec notamment Michael Joly. Ces deux-là forment quand même un duo d'enfer au Cap-Breton. Puis je pense que avec les séries qu'il est en train de connaître surtout, la fin de saison qu'il a connue, c'est pas une surprise pour moi nécessairement. Peut-être premier nord-américain, c'est une surprise,
mais mettons, top 3, je m'attendais très bien à le voir dans le top 3. OK. Moi, j'ai fait quelques recherches là, au niveau. En fait, je me base sur deux experts pour vous dire certains points que j'ai notés par rapport aux joueurs dont on va parler. Je me base sur trois entrevues qui ont été faites avec Stéphane Leroux de RDS et avec Craig Button, qui est qui est dans le fond un employé, un journaliste à TSN, qui ont fait d'ailleurs, lui qui a fait une entrevue à 30 minutes chrono cette semaine avec Martin Lemay, où il faisait un peu ce qu'on est en train de faire là. Il faisait un repêchage simulé et il parlait un peu de chaque joueur, quelles sont leurs qualités, tout ça. Pour ce qui est de Pierre-Luc Dubois, Stéphane Leroux l'a comparé, je vais le paraphraser, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit un Simon Gagné un peu meilleur. Pour ceux qui s'en rappellent, de Simon dans son prime, c'est-à-dire il y a peut-être 7-8 ans, en fait, lui, il se comparait beaucoup en fait aux statistiques juniors que Simon Gagné avait quand il jouait avec les Remparts de Québec. Simon, en fait, il a réussi une saison, il a fait une saison de 50 buts, 70 passes, donc pour 120 points à Québec. Sauf que la différence avec Dubois, c'est que Simon Gagné l'a fait à 19 ans et dans une période où il y avait beaucoup plus de buts qui se marquaient au hockey. Tandis que Dubois, lui, l'a presque fait à 17 ans, donc 2 ans plus jeune et dans une période où il se marque moins de buts. Et c'est un peu le même genre c'est deux gars qui sont très bons dans les deux sens de la patinoire, qui ont un bon hockey sense, des bons patineurs. Dubois est peut-être un peu moins fluide que ce que Gagné était, mais il faut dire qu'il est plus grand et plus gros, donc ça se comprend bien. Et selon Craig Button, de l'autre côté, lui l'a comparé à un Jamie Benn, donc c'est pas peu dire. Et selon lui, Dubois est très très près de la Ligue nationale. Si c'est pas l'année prochaine, c'est sûr et certain que ça va être à 19 ans. Pour lui, à 19 ans, c'est certain que Pierre-Luc Dubois joue dans la Ligue nationale de hockey. Peut-être l'année prochaine, dépendant, ça va être qui qui va le repêcher, tout dépendant de qui ira dans son cas. Donc, c'est certain. Ouais, vas-y. Ça l'aide, justement, que je reviens sur ton point, qui va être sûrement dans la Ligue nationale dès l'an prochain ou dans 2 ans. C'est justement à cause de ses qualités en défensive. Ça, une équipe peut ne pas hésiter pour le faire jouer dans la Ligue nationale directement parce qu'ils savent qu'il va être fiable défensivement quand même s'il est jeune, puis qu'ils peuvent le faire jouer sur un troisième trio, peut-être même sur le désavantage numérique en cas de besoin. Puis il va pouvoir avoir un temps de jeu raisonnable en étant fiable défensivement puis en acquérissant de l'expérience dans la Ligue nationale. Parfait. On va passer un deuxième joueur. Il y a Jonathan qui en a fait mention tantôt et d'ailleurs je suis très content que Joe soit avec nous parce que c'est le plus gros connaisseur de hockey TV, surtout en termes de la Ligue de hockey de l'Ontario. T'as mentionné Matthew Tkachuk tantôt. Parle-nous un peu de Matt Tkachuk que t'as vu jouer assez souvent. Un très bon joueur, assez offensif. Par contre, c'est sûr que le jeu offensif n'est pas extrêmement développé, mais quand même assez responsable. C'est comme je disais, moi, je le voyais très certainement être le premier joueur nord-américain. Faut dire à la période du mois de décembre, c'était lui qui était premier espoir nord-américain, puis là, il est tombé deuxième. Oui, c'est sûr. C'est quand même un gros gars, lui aussi, là, 6 pieds 1, mais un peu moins gros que Dubois, pareil. C'est 195 livres. Mais tout de même. Ouais. Comme lui, c'est sûr que au début, c'est sûr que j'étais certain. Au début de l'année, je croyais qu'il allait plus sortir top 5. Là, en ce moment, moi, je dirais peut-être plus sortir dans le top 7. Là. Puis je serais pas surpris, par exemple, de le voir être repêché par une équipe comme Arizona. OK. Et je sais même. OK. Son père a joué pour eux. On sait qu'Arizona se cherche une vedette locale. Ouais. C'est vrai. Et son père a joué pour eux. Ben écoute, je veux pas spoiler mon draft de tantôt, mais effectivement, moi, celui dans mon draft qui repêchait Matthew Tkachuk, c'était les Coyotes de l'Arizona. On en reviendra là-dessus tantôt. Maxime ou Marc-André, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter sur Tkachuk? Écoute, comme Jonathan le disait, c'est un joueur qui a un excellent flair offensif, mais contrairement à Dubois, peut-être pas aussi fiable défensivement.
Donc ça, c'est sûr qu'à son âge, ça se travaille, c'est certain. Donc une équipe, ça va pas nécessairement faire peur à une équipe, mais ça va quand même, pour ce point-là, je prioriserais Dubois. OK. Marc, as-tu quelque chose à ajouter? Il a quand même fait 107 points en 57 games. C'est assez incroyable pour un jeune. Il joue quand même avec deux bons joueurs. Mais ici, je vois il est quand même 6 pieds 1, un gros bonhomme, puis qui peut aider une équipe comme l'Arizona, une équipe avec beaucoup de jeunes, puis pouvoir monter les Coyotes qui ont une difficulté en ce moment. Pour finir sur Tkachuk, je vais mentionner, ça c'est Craig Button qui a dit ça sur lui. Matthew Tkachuk, c'est un bigger Brendan Gallagher. C'est le même type de joueur, les mêmes qualités, c'est juste qu'il est plus gros, carrément. Donc c'est un gars qui a qui a du grit, qui va aller près du filet si on lui demande de le faire. La comparaison peut sembler bizarre parce que Gallagher, c'est un choix de 5e ronde, tout ça. Mais Gallagher Junior, il a eu au moins 2, si c'est pas 3 saisons de 40 buts et il a fait équipe Canada Junior. Brendan Gallagher, c'est tout simplement sa taille qui lui a nuit et vraiment pas son talent. Je fais juste préciser ça. On va passer à un autre espoir nord-américain. On va essayer d'accélérer peut-être un petit peu. Je vais continuer avec Jonathan. Je ne sais pas si tu l'as vu peut-être un peu moins vu qu'il n'est pas à London, mais encore. Le premier défenseur qu'on va parler, c'est Jacob Chychrun, qui lui joue pour les Stings de Sarnia, si je me trompe pas, Jo. Oui, il joue pour les Stings de Sarnia, Chychrun. Je ne l'ai pas vu extrêmement bien jouer. C'est un excellent défenseur offensif, ça c'est certain. Côté flair défensif, c'est sûr que contrairement à certains que j'ai en tête, que je n'aimerais pas tout de suite, c'est sûr qu'il le faut autant, mais il est quand même assez solide offensivement. Okay. Un gros gars pareil. Là. OK. Les autres, quelque chose à ajouter? Ben écoute, c'est un défenseur que j'aimerais beaucoup voir avec le Canadien parce que on le sait, la relève à la défense n'est pas nécessairement belle à Montréal parce qu'on avait des gars comme Tenordi qu'on a échangé, ça n'a pas marché. On a aussi des gars comme Beaulieu, ça a plus ou moins marché. On a Markov qui commence à se faire vieux. Mais en le fond, lui, c'est un défenseur gaucher. Fait que je le verrais bien dans un futur, à moyen terme, jouer avec Piquet Subban. Donc, il a connu une très bonne saison quand même cette année à Sarnia avec 49 points en 62 matchs. C'est pas un point par match, mais pour un défenseur, c'est quand même très intéressant. 11 buts pour un défenseur, encore une fois, c'est quand même bon. Qui est quand même, c'est pas un défenseur pur, c'est un défenseur plutôt offensif, mais je suis certain qu'il est capable de se débrouiller quand même défensivement. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Je pense que ça va intéresser des équipes parce que des défenseurs avec un talent pur comme lui, c'est sûr que ça peut faire tourner des têtes. Parfait. Je vais conclure avec les observations de certains professionnels sur Jake Chychrun. Stéphane Leroux a dit, en fait, a comparé un peu au passage qu'Aaron Ekblad avait fait dans le junior. On se souvient qu'Aaron Ekblad avait fait équipe Canada junior à l'âge de 17 ans, donc il y a 3 ans, donc pas la victoire à la médaille d'or avec Duclair et McDavid, tout ça, l'année avant. Donc, la différence, en fait, c'est que Chychrun avait été invité au camp cette année, mais il a été retranché, contrairement à Ekblad. Donc, on voit un peu les mêmes qualités, mais pas aussi avancé dans le développement pour l'âge. Donc, un Ekblad plus bas. Craig Button, lui, a comparé Jacob Chychrun à Jay Bouwmeester. Pour ceux qui suivent la Ligue nationale, c'est un peu le genre de défenseur que ça pourrait devenir. Il est pas extraordinaire offensivement. Il est bon partout. Solide en défensive, solide en attaque, mais ce sera pas un Erik Karlsson, un Oliver Ekman-Larsson. C'est ça. Ce sera pas il récoltera pas énormément de points. Il fera pas des saisons de 65-70 points comme défenseur, mais il va récolter des points importants, c'est certain. Puis c'est un gars qui peut jouer dans des top défenseurs dans la Ligue nationale, ça c'est sûr. On va poursuivre. Je choisis un peu pour qu'on passe pas
trop de temps non plus. On va y aller, on va traverser du côté européen. Tiens, on va y aller avec le futur. Regarde, on s'obstinera pas, là. C'est lui qui va sortir premier, peu importe c'est qui repêche. Austin Matthews, est-ce que... je vais faire... Ouais, tu pourrais être surpris. Ouais, mais bon, en tout cas... Je pense que je vais, on parlera pas nécessairement beaucoup de Matthews parce qu'on le sait en fait c'est qui. Je vous dirais ça, oui ça c'est certain. J'ai entendu énormément de commentaires à son sujet avant de vous passer la POC sur Matthews. Ce sera pas un joueur à la Connor McDavid selon Stéphane Leroux, Craig Button, son entraîneur Mark Crawford en Suisse, des joueurs qui ont joué contre lui en Suisse, ce sera pas un Connor McDavid. C'est pas un gars qui va faire des saisons de 100 points. On le compare peut-être un peu plus à des gars comme Andrzej Kopitar, comme Jonathan Toews. Marc-André Bergeron qui jouait en Suisse l'a comparé à Vincent Lecavalier. Donc des gros joueurs de centre qui sont pas nécessairement pas des bêtes d'offensive, des vrais joueurs, des vrais joueurs de premier plan, mais pas des pointeurs de fou, mais bon, la comparaison est assez bonne à ce niveau-là, au niveau d'Austin Matthews, mais selon son entraîneur, c'est un gars qui a des qualités de patinage exceptionnelles. Il vire sur un dizaine comme Johnny Gaudreau, mais il est 8 pouces plus grand. Ouais, excellent patineur. Puis je pense que ça le compare à Andrzej Kopitar, puis on l'a vu avec les Kings, avec un joueur de centre numéro 1 comme Kopitar, tu peux aller loin. Fait que je pense pour une équipe, comme tu l'as dit, ça ne sera pas un joueur peut-être de 100 points, des saisons de 100 points dans la Ligue nationale. Mais on l'a vu avec des gars comme Kopitar, on peut aller loin en série. Oui. Je pense que c'est un bon gars que tu peux le mettre au centre puis de construire ton équipe autour de lui en se basant sur ses qualités à lui, peut-être ses petits défauts. Tu le places avec des bons joueurs qui peuvent bien le compléter. Puis je pense que en bâtissant une équipe autour de lui, tu peux amener ton équipe au sommet. Après, mettons, lui, il va arriver là, il est moins prêt que McDavid, selon moi, mais c'est pas mal certain qu'il va jouer dans la Ligue nationale l'an prochain, et puis il devrait pas faire une mauvaise saison non plus. Mais c'est certain qu'il ne fera pas comme Connor McDavid, mais tu peux, à moyen terme, encore une fois, tu peux construire ton équipe autour de ce gars-là. Ouais. Les autres, quelque chose à dire sur Matthews? Ouais, selon moi, il est peut-être un peu plus prêt physiquement que McDavid, parce que McDavid, premièrement, il ne joue pas dans une ligue déjà contre des hommes en Suisse. Exact. Très, très, très bon point. C'est ce qui me fait dire que Matthews est peut-être plus prêt que McDavid à jouer, mais je pense très bien qu'il va connaître une saison à la Connor McDavid, de par le fait qu'il n'est pas une machine à passer comme McDavid. Mais quand même, ça va être une excellente saison pareille. Ouais. Celui qui repêche Matthews, il se trompe pas, là. C'est ça. Physiquement, il est plus prêt que McDavid, mais c'est plus du côté des points qui est peut-être un peu moins prêt puis qui va pas nécessairement le rattraper un jour. Non, c'est ça. Marc-André, quelque chose à dire sur Austin Matthews? Ben, de mon côté, c'est un excellent patineur, mais je crois que un joueur comme Patrick Laine peut être meilleur à long terme. À court terme, Matthews, comme vous l'avez dit, est plus prêt. Joue déjà avec des anciens joueurs de la Ligue nationale, des gros hommes en Suisse, puis tout ça. Mais sinon, à long terme, je crois que Patrick Laine va être au-dessus. On le compare, on va le voir plus tard, Patrick Laine, mais non, je pense que Austin Matthews va être un excellent... Parlons-en justement de Patrick Laine. On va faire une super bonne transition vers Patrick Laine. Vas-y, je te laisse poursuivre sur lui. Ouais, ben Patrick Laine, je l'ai vu au championnat du monde. Excellent patineur. Il va être, pour une équipe qui veut un marqueur, un bon marqueur, il va être incroyable. Puis on le compare souvent à Alex Ovechkin. Puis c'est un excellent Finlandais. Ensuite, Joe Maxime. Oui. Ben, comme je disais, Laine, il comparait souvent à Ovechkin, un gros joueur offensif, physique, assez physique. C'est lui aussi, il a une certaine expérience de jouer contre des hommes, parce que même en Finlande, c'est pas des petits joueurs non plus qui jouent ça. C'est souvent, je pense que dans sa ligue, il y a des hommes aussi. Là.
Fait que ça l'aide aussi, premièrement, peut-être plus pour réussir à dépasser Mathieu pour repêchage de cette année. Ouais. Honnêtement, c'est ça que je pense, moi. OK. Il va le dépasser, Mathieu. OK. Principalement, son tout physique dépendant de l'équipe qui repêche en premier. Oui, ça c'est sûr. Max, qu'est-ce que t'en penses? Son physique à l'année, 6 pieds 4, 209 livres, un physique parfait pour un joueur de hockey. On parle de lui comme étant un tireur d'élite, un marqueur naturel. On le sait, il est capable aussi de passer la rondelle. Moi, j'aime pas le comparer à Ovechkin parce que oui, il est capable de marquer, mais Ovechkin, lui, c'est juste ça qu'il fait. Les passes, on le voit pas très souvent, mais Laine, il est capable de marquer, mais il est aussi capable de remettre la rondelle à ses coéquipiers. Et c'est pour ça que c'est un joueur si exceptionnel. Il est capable de tout faire. On l'a vu, sa shape, il est physique. Puis, défensivement, je pourrais pas trop dire parce que je l'ai pas vu. Mais c'est sûr qu'offensivement, une équipe qui recherche un futur joueur de concession ne se trompe pas en y allant avec lui. Ben, je vais citer, pour finir sur lui, vous en avez parlé, je vais finir avec ça. Craig Button a dit « Reminds me a lot of Alex Ovechkin ». Donc, on s'entend que c'est pas un comparatif qu'on entend souvent non plus. Là. Donc, c'est certain côté production, là, tu te trompes pas avec ça. On va y aller, on va conclure sur, je vous dirais, sur les Européens avec son coéquipier finlandais, Jesse Puljujärvi, qui lui aussi, bon... quand on regarde, là, on sait rarement, quand on regardait à partir des championnats du monde, qui va sortir 2, qui va sortir 3, on n'était pas vraiment capable de dire, parce que ces deux gars, semblables en termes de physique, en termes de sont quand même assez... avec un ou l'autre, là, tu te trompes pas non plus, même si c'est deux joueurs un peu différents en termes de caractère. Jesse Puljujärvi a été... ça, c'est vraiment... C'est le spécimen même du gros ailier. On le compare, j'ai entendu une comparaison avec Blake Wheeler des Jets de Winnipeg, qui vient d'ailleurs de connaître une super belle saison de presque, je pense que c'est 80 points ou autour de ça qu'il a connu, donc presque un point par match. Donc un gars qui a peut-être un peu plus peut-être un peu plus complet que Laine, qui lui est vraiment une machine à marquer des buts. Mais pour lui, Harvey, c'est vraiment... C'est de la bonne cam aussi. Oui, c'est certain que avec un ou l'autre, une équipe ne se trompe pas. Moi, personnellement, j'irais plus avec Laine parce que c'est un marqueur naturel comme on n'en voit pas passer souvent. Puis, je veux rien enlever à Puljujärvi, sauf que moi, j'irais avec Laine juste parce que c'est un talent un talent de marqueur plus pur. Puis on va pas se le cacher, on a beaucoup plus de passeurs, de bons passeurs que de bons marqueurs dans la Ligue nationale. Fait que juste pour cette raison-là, j'irai avec Laine. Marc-André? De mon côté, je crois que c'est tout dépendant de l'équipe qui va le repêcher. Sinon, un gars comme Patrick Laine va avoir un excellent tir. Puljujärvi est un petit peu plus petit et un passeur. Mais si je peux revenir sur Laine, je crois que j'ai vu son tir, je peux le comparer à un Jamie Neal, que son but contre les Ducks hier était sur un excellent tir. Fait que je peux le comparer à là. Sinon, pour Puljujärvi, un excellent passeur, puis il va aider une équipe, c'est certain. Ouais. Jonathan, qu'est-ce que tu penses de Puljujärvi? Puljujärvi, moi, j'ai quelquefois vu du monde le comparer à Jimmy Benn. Je trouve la comparaison assez bien faite par le côté offensif. C'est ça, c'est plus un bon passeur. Jimmy Benn aussi, c'est un excellent passeur. C'est ça, je trouve la comparaison qui est assez bonne, parce qu'en plus d'être un joueur physique, c'est un excellent passeur. Okay. Excellent passeur offensif. On va y aller avec peut-être 2-3 derniers joueurs du côté nord-américain. On va retourner, là je descends dans le draft, mais je veux absolument qu'on en parle puis qu'on ait le temps d'en parler. Puis ça, je veux passer la parole à Max Larouche là-dessus. Il voit absolument où est-ce que je m'en vais avec. Là, il a descendu beaucoup du côté des patineurs nord-américains. Il est rendu, si je me trompe pas, peut-être 12e, merci. Julien Gauthier des Foreurs de Val-d'Or, que tu as vu jouer à peu près 40 fois cette année. Parlons de Gauthier. Gauthier, première chose, il a manqué beaucoup de matchs, que ce soit par des blessures ou par sa présence au championnat mondial junior. Donc ça, c'est certain. Je pense que s'il n'aurait pas marqué autant de matchs, on aurait eu un marqueur de 50 buts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
parce que Gauthier, c'est un marqueur naturel, un ailier droit, droitier. Donc, on parlait de Laine, c'est pas aussi talentueux que Laine, mais écoute, Gauthier, il a tout pour réussir. Il a la shape, le coup de patin, le tir, un tir tout simplement foudroyant. C'est un joueur, il peut déborder les défenseurs adverses, il se sert de sa force physique, il sait s'en servir. On l'a vu, un excellent début de saison. Je pense qu'à un moment donné, dans la saison, il y avait comme 12 buts, une mention d'aide. Je sais pas si ça peut faire peur peut-être aux recruteurs. D'un côté, oui, parce que c'est pas un passeur, puis peut-être on pourrait se dire c'est un joueur individualiste, mais d'un autre côté, un marqueur naturel comme ça, il s'en passe pas souvent, comme je l'ai dit plus tôt. Puis il a connu la raison de pourquoi il a descendu si bas, c'est à l'image des Foreurs, il a connu une fin de saison vraiment difficile, mais je pense que une équipe a quand même rien à perdre nécessairement avec lui. Il devrait sortir peut-être 18-20e selon moi. En début de saison, je le voyais peut-être top 10, mais avec la fin de saison, je le vois plus top 20. Mais c'est certain qu'une équipe qui le prend, ce gars-là, il a tout pour réussir. Il va falloir qu'il travaille fort. Il y a beaucoup de facettes de son jeu à améliorer quand même, notamment son habileté en défensive, mais d'excellentes mains, un lancer foudroyant. Puis je pense que c'est certain, avec la fin, il a amassé 43 buts cette saison, beaucoup en début de saison. On l'a vu au championnat mondial junior, on l'avait placé devant le filet pour déranger le gardien adverse. Il a fait son travail à merveille. On l'a vu, le début du Canada marqué grâce à lui. Le gardien ne voyait absolument rien. Donc, si ça ne marche pas peut-être du côté de scoreur dans la Ligue nationale, on pourrait plus le mettre devant le filet, puis ça pourrait quand même être un excellent joueur. OK. Je vais y aller avec Jonathan. Qu'est-ce que tu penses de Gauthier? Ouais. Gauthier, j'ai pas vu jouer assez souvent, mais d'après ce que j'ai pu voir de lui, c'est comme Maxime disait, il dit c'est un très bon buteur. C'est sûr que le fait qu'il y a juste 16 sports à présent en 54 matchs, ça peut faire peur à plusieurs recruteurs, mais en même temps, tu sais, on disait qu'Alex Ovechkin, c'est un joueur individualiste aussi, en même temps. Je pense pas que ça peut nécessairement lui le fait qu'on dise ça de lui s'il améliore ce côté-là. OK. Marc-André? De mon côté, j'ai vu 2-3 fois Sherbrooke. Excellent patineur. Comme Maxime l'a dit, si c'est pas un buteur dans la Ligue nationale, ça va être quelqu'un que tu vas pouvoir mettre en avant du but. Il va pouvoir déranger les gardiens. Je le compare un petit peu à Abdelkader à Détroit, avec un petit peu plus de talent. Abdelkader est un gars qui peut être devant le but, qui peut déranger les gardiens. Puis, tu peux me reprendre, Maxime, mais c'est quand même un joueur assez physique, je crois, Julien Gauthier. Mais... En fait, ouais, on l'a vu surtout en début de saison, surtout après des blessures. Ce qu'on a vu, c'est qu'il avait peut-être peur un petit peu après ses blessures, donc il avait peur de frapper. Mais en fin de saison, surtout en série contre l'Armada, on l'a vu frapper un peu plus. Puis ça, c'est une facette de son jeu que j'ai beaucoup aimé. Je vais conclure sur Gauthier avec les observations de Stéphane Leroux qui disait, on l'a dit, là, Gauthier, c'est un shooter. C'est vraiment, sa qualité, c'est ça. Il n'y a pas une vision si ça coche que ça. C'est vraiment, il comparait un peu à un Getzlaf, mais au lieu d'être au centre, lui, il est à l'aile. Pour sa taille, puis je trouve ça vraiment, pour sa taille puis sa grosseur, son patin est très bon. Ouais, sérieusement, excellent. Là, il patine pas comme un Dubois ou comme un gars qui a sorti à peu près à la même place l'année passée, Nicolas Ehlers, qui jouait pour les Mooseheads. C'est pas le même genre de patin, mais pas du tout, mais pour sa taille, il est capable de... On sait que les gros gabarits, les premières enjambées sont longues, là, sont puissantes, mais sont... C'est souvent ça. En fait. Lui, c'est explosif. Mais elles sont là. C'est ça. C'est quand même explosif. Et ça pourrait l'aider beaucoup pour sa carrière. Dans le futur, ça pourrait faire toute la différence sur le type de joueur qu'il va devenir. On va peut-être un ou deux derniers. Je vais passer tout de suite la parole à Jonathan. On va y aller avec ça. Je sais que c'est un gars que Jonathan aime beaucoup, 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 qui a vu jouer souvent du côté des Knights de London, le défenseur Olli Juolevi, un autre Finlandais. On continue avec ces fameux Finlandais-là, un défenseur gaucher. Jonathan, qu'est-ce que tu penses de Juolevi? Ouais. Premièrement, il y a tout avec la comparaison que j'adore, le fait qu'on le compare à lui parce qu'ils ont tellement de points communs ensemble.
on le compare souvent avec Oni Mata des Penguins de Pittsburgh. Lui aussi, un ancien joueur des Knights of London. C'est en ça que j'adore la comparaison. Deux Finlandais, deux joueurs de style assez similaire. C'est pas nécessairement un défenseur offensif. Même si côté offensif, il l'a assez bien. C'est un défenseur assez dans les deux sens de la patinoire. Il va jouer assez bien défensivement et offensivement. Il peut être utilisé aussi bien en avantage numérique qu'en désavantage numérique qui va faire très bien le travail. En gros, il peut être utilisé à n'importe où et il va être très bon. OK. Les autres, avez-vous quelque chose à dire sur Yo Levy? Ben, moi, je ne l'ai pas vraiment vu jouer, mais de ce que j'entends de lui, c'est un défenseur que j'aimerais, tout comme Chikrin, j'aimerais ça le voir dans l'uniforme du Canadien, tout simplement parce que des défenseurs gauchers n'en a pas. Puis ce que j'entends de lui, c'est quand même très positif, donc j'aimerais ça peut-être que les Canadiens tentent de faire son acquisition. Marc-André? De mon côté, je crois que un joueur comme ça pourrait bien se retrouver à Edmonton, tout dépendant de l'endroit où Edmonton va choisir. Mais sinon, Edmonton a besoin d'un défenseur. Puis je crois qu'un gars comme Yo Levy peut être un excellent choix pour Edmonton. Ouais. Et advenant ou disons que les Oilers repêcheraient, je sais pas, 4-5e, que Yo Levy est disponible, pourrait décider de faire son acquisition. Dans le cas où les Oilers repêcheraient, je sais pas, 1er, 2e, qui veulent échanger leur choix, reculer un peu, mais acquérir d'autres choses, pourraient également faire son acquisition. Fait les Oilers auraient quand même plusieurs opportunités s'ils veulent vraiment acquérir ce joueur-là. Pour ce qui est de Yo Levy, je vais aller avec les observations de Craig Button de TSN qui disait de Yo Levy, c'est un défenseur, parce qu'on dit les défenseurs two-way, qui jouent deux sens de la patinoire, qui est capable de contrôler le jeu, autant en zone défensive qu'en zone neutre, qu'en attaque, même si, comme j'ai dit tantôt avec Jacob Chychrun, c'est pas un gars qui va avoir 65-70 points. C'est pas un Piquet Subban, un Carlson, Ekman Larsson, etc. Et il l'a comparé à un gars, pour les plus vieux, il l'a comparé à un Teppo Numinen, ou il l'a comparé plus actuel à un Ryan McDonough. Donc, qu'on a l'occasion de voir souvent avec les Rangers de New York. Et puis, je pense qu'on va conclure là-dessus avec les joueurs, parce que sinon, on pourrait faire ça pendant des heures, puis ça n'aurait plus de fin. Fait que je pense qu'on va procéder à ce qu'on a fait pour le repêchage. Donc, avant de commencer avec ça, je vais faire la lecture de la loterie qui a été qui a été tirée. En fait, les rangs, on a utilisé le site là, NHL draftlottery.com, ou en tout cas, puis tu peux faire une simulation. Et donc, je vais y aller avec la sélection 2016 de Hockey TV, selon le repêchage fait aujourd'hui. Alors, au premier rang, nous avons les Oilers d'Edmonton. Deuxième rang, les Maple Leafs de Toronto. En troisième, les Canucks de Vancouver. En quatrième, les Blue Jackets de Columbus. En cinquième, les Flames de Calgary. En sixième, les Jets de Winnipeg. En septième, les Coyotes de l'Arizona. En huitième, les Sabres de Buffalo. En neuvième, les Canadiens de Montréal. En dixième, l'Avalanche du Colorado. Onzième, les Devils du New Jersey. 12e, les Sénateurs d'Ottawa. 13e, les Hurricanes de la Caroline. Et 14e, les Bruins de Boston. Alors, on va y aller. Je pense qu'on peut y aller rang par rang puis dire, moi, à ce rang-là, j'ai choisi tel joueur pour cette équipe-là, etc. Avant, en fait, je vais poser une question avant de commencer sur le repêchage. Est-ce qu'il y en a parmi vous trois qui ont OK, vous êtes les Oilers d'Edmonton. Est-ce qu'il y en a parmi vous trois qui n'ont pas échangé le choix? Moi, je ne l'échange pas. Non, toi, tu l'échanges. OK. Vous allez voir, mec, juste avant que tu commences, je vais préciser, même si vous l'avez échangé, là, quand on va dire qui on repêche, on va dire que c'est Edmonton qui repêche pareil, là, parce que si on commence à dire contre qui il échange, contre quoi, là, ça va être compliqué, ça n'aura plus de fin. Là. Fait qu'on va maintenir ça pareil, mais si vous étiez les Oilers, est-ce que vous l'échangeriez? Tout le monde, moi, Marc-André Maxime dit oui, Jonathan dit non. Pourquoi? En fait, moi, c'est simple.
Je repêche pas Matthews avec le premier choix. Je repêche Patrick Laine. Simplement parce qu'un duo Laine, McDavid, je pense que ça fait vraiment des flamèches. Et avec la quantité de bons joueurs qui ont déjà dans le club, ils peuvent se permettre de ne pas échanger leur premier choix et d'aller chercher déjà un défenseur établi en échangeant, je sais pas moi, par exemple, un New Jersey Hopkins. Ou même échanger Taylor Hall, libérer Laine. Ils pourraient. OK. Donc, tu vas tout simplement... donc, toi, si j'ai compris, ton premier choix, c'est Patrick Laine. Ouais. OK. C'est sûr que l'option duo avec McDavid, c'est certain qu'elle est intéressante. Voyons, j'avais pensé à quelque chose, je me souviens plus. Mais ça va me revenir. Donc, le premier choix... Donc, admettons que les Oilers n'échangent pas leur choix. On va y aller comme ça. Admettons qu'il n'y a pas d'échange. Là, pour donc, le premier choix de Jonathan Lévesque, cité les Oilers Edmonton, Patrick Laine. Marc-André, ton premier choix, c'est qui? Moi, de mon côté, ce serait un gars comme Matthews, un excellent patineur, mais comme tout le monde, on le placerait, pas mal tout le monde, on le placerait premier, mais oui, moi, ce serait Austin Matthews. Okay. Maxime, t'as choisi Matthews aussi? Jonathan vient juste de me convaincre. Un duo McDavid-Laine me fait rêver. Ouais. Donc, je n'échange plus le premier choix, je repêche Laine. C'est juste m'imaginer un duo McDavid-Matthews, McDavid-Laine, pardonnez-moi, ça, je rêve. À la limite, tu échanges Nugent Hopkins ou bien Eberle, mais tu repêches Laine. Je pense que ça pourrait être très, très, très intéressant. Ouais. Mais si je peux poursuivre, si on ajoute aussi Taylor Hall dans ça, les Oilers vont être à surveiller. Moi, c'est à ça que je pensais puis que j'ai oublié. Moi, si je suis les Oilers, on rentrera pas dans ce débat-là, là, mais si je suis les Oilers, je n'échange pas Taylor Hall. Je veux bien que dans le vestiaire, il n'y a pas une bonne attitude ou whatever. C'est leur seul ailier gauche. Ils ont 0 ailier gauche. Leur deuxième ailier gauche, c'est Benoît Pouliot. Fait que t'échanges pas Taylor Hall. À moins d'échanger Taylor Hall pour un autre ailier gauche, tu n'échanges pas Taylor Hall. Bon. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste ça. Si c'était une autre position, ce serait pas grave, mais c'est juste qu'ils ont vraiment personne d'autre à l'aile gauche pour jouer à la place de Taylor Hall. Bon. OK, donc, moi, bon, j'ai choisi, si les Oilers, bon, j'ai repêché Austin Matthews au premier rang. On va y aller, donc, deuxième rang, les Maple Leafs de Toronto. Jonathan, t'as choisi qui? Matthews. OK. Marc-André? Ouais. Ben, il peut poursuivre. En fait, vu qu'on a déjà fait une couverture un peu des joueurs, ouais, je n'irai pas trop là-dedans parce que sinon j'ai l'impression qu'on va se répéter. À moins de donner de quoi qu'on n'a pas ajouté. Là. Je sais pas si Jo t'avais de quoi de spécifique aux Leafs avec Matthews. C'était juste pour dire que Matthews, ça serait genre le premier centre à Toronto, tu sais. En sachant qu'ils ont déjà Nylander qui pourrait être le deuxième centre. C'est juste pour acheter ça. Il y a Kadri aussi qui a signé. Oui, c'est vrai. Nazem Kadri, prolongation de contrat. Ton deuxième choix, Marc-André, avec les Maple Leafs? De mon côté, ce serait un gars comme Alexander Nylander, un excellent patineur qui a quand même un très bon tir. Puis ça ferait, si je ne me trompe pas, c'est le frère à Nylander aussi à Toronto. Alors, un duo frère et frère, ça serait aussi un très bon choix. William et Alexander Nylander à Toronto. Maxime, ton deuxième choix? Tu prendrais? Ben moi, j'ai pas le choix d'y aller avec Matthews, étant donné que je l'ai pas mis à Edmonton. Matthews, comme Jonathan l'a dit, Marc-André, je sais pas, je me rappelle plus. Ça serait le centre numéro 1 à Toronto. Puis ça serait extrêmement intéressant pour eux, parce qu'on le sait qu'ils veulent quand même beaucoup mettre la main sur Stamkos, qui va être agent libre cet été. Mais je pense que s'ils ne réussissent pas à faire, qu'ils pourraient être agent libre, là, c'est un grand débat encore. Là. Mais je pense que s'ils ne réussissent pas à mettre la main sur lui, Matthews pourrait être une alternative exceptionnelle. On l'a dit comment ça peut être un joueur complet à amener. On le comparait à Andy Kopitar. Les Leafs, avec ça, deviendraient automatiquement, je l'ai dit tantôt, ils pourraient construire autour de lui sans problème. Puis dans une couple d'années, ça pourrait être une puissance juste à cause de ce joueur-là.
OK. Alors, je vais finir avec le deuxième. Alors, moi, mon deuxième choix au total, c'est Patrick Laine à Toronto. J'ai choisi Laine parce que c'est un buteur et on a deux espoirs de centre présentement à Toronto qui sont, Mitch Marner et puis je pense que c'est William Nylander qui est l'autre, qui sont deux futurs centres. Puis on a Kadri aussi. Et en plus, tu as parlé de Steven Stamkos. Steven Stamkos, à la base, oui, c'est un buteur, mais c'est aussi un centre. Fait que t'as tellement de choix de centre pour faire produire Patrick Laine. Regarde, je veux dire, tu peux pas te tromper. Ouais. Et je veux juste préciser, je vais revenir tantôt là-dessus quand on sera rendu, mais il est interchangeable avec un autre. Dans le sens que si il arrivait ce que je vais expliquer tantôt, ça serait pas grave dans un cas et dans l'autre. Donc, on va passer au troisième choix au total, les Canucks de Vancouver. Jonathan? Ouais, moi j'ai choisi Puljujarvi pour les Canucks. Puljujarvi à Vancouver, ok. Je n'ai rien d'autre à acheter là-dessus. Parfait. Marc-André, ton troisième, les Canucks? Moi, j'ai pris Patrick Laine. Je crois qu'avec les deux Sedin qui commencent à dégrader, un Patrick Laine peut poursuivre pour reprendre des deux puissances à Vancouver. Maxime? Marc-André en a parlé, c'est la fin de l'ère des Sedin à Vancouver, donc on doit entamer une reconstruction. Ça passe par le repêchage de Jesse Puljujarvi, lui qui va être un joueur exceptionnel dans la Ligue nationale et qui devrait être un joueur exceptionnel. Donc, je pense que la reconstruction passe toute autour de ce joueur-là. Donc, je l'ai dit, ça va être des années difficiles. Ça devrait être des années difficiles à Vancouver dans les prochaines années. Les Sedins s'en tirent à leur fin, malheureusement. On s'approche de la retraite. Mais je pense que tout doit passer par une reconstruction. OK. Je vais y aller avec le mien. Là, c'est vraiment... je pense que je vais vous surprendre avec ça. Mais j'ai hésité vraiment, vraiment, vraiment longtemps sur celui-là. Et ce choix-là vient modifier comme tout mon draft si c'est un ou l'autre. Les Canucks, selon moi, ont deux choix. Vous en avez parlé. L'attaque des Canucks est très vieillissante. Donc, les Canucks, en fait, c'est pas vrai. Je vais y aller simplement. Les Canucks ont deux choix. Soit ils repêchent le meilleur joueur disponible, qui, peu importe c'est quoi tes besoins, t'es sûr qu'il va t'aider, ou tu repêches vraiment en fonction de tes besoins. J'ai hésité beaucoup entre Pierre-Luc Dubois, qui est, selon moi, le meilleur joueur disponible à ce moment-là pour eux. Peu importe ce qui se passe, je veux dire, il va les aider pareil. Sauf que les Canucks ont beaucoup repêché d'attaquants dans les dernières années. Quand on pense à Bo Horvat qui est sorti 10e, il y a Jared McCann, il y a Jake Virtanen, ils ont beaucoup d'espoir à l'attaque. Fait que je suis allé avec ce qui manque cruellement à Vancouver, mon troisième choix, Jacob Chychrun, parce qu'il y a 0 défenseur à Vancouver d'avenir, 0 pin bar. Il y a vraiment rien. Ce qui m'a fait hésiter, c'est que je trouve que 3e overall pour Chychrun, c'est haut, mais veut pas, ils ont besoin de défenseurs, puis je veux dire, en tout cas, vous avez compris un peu la logique. Fait que, en fait, pour l'attaque, elle sera pas aussi explosive qu'elle était, mais ils ont beaucoup d'espoir à l'attaque, fait que je pense qu'ils devraient être pas si pires dans une couple d'années. Donc, on va y aller avec le 4e choix au total, les Blue Jackets de Columbus. Jonathan, ton choix? Personnellement, j'ai choisi Pierre-Luc Dubois pour Columbus. OK. Déjà avec la tête de Ryan Johnson comme premier centre, je pense que Dubois peut être leur premier centre. OK. Peut-être, j'ai hâte de voir ce que les autres vont répondre, mais je ferai un petit lien avec ça tantôt. Marc-André, si t'es Columbus, choisis qui? Moi, je choisirais un gars comme Oli Juolevi, un excellent défenseur, comme on l'a dit tantôt, puis ils ont quand même un besoin de défenseurs à Columbus. OK. Pour Maxime? Moi, j'hésiterais à cause de la transaction Ryan Johnson, j'hésiterais entre un attaquant ou un défenseur, parce que c'est très difficile parce que oui, il y a un besoin de défenseur, mais là, à cause de cette transaction-là, il y aurait aussi besoin d'un centre, d'un attaquant. J'irais quand même vers Pierre-Luc Dubois, simplement parce que, à cause que ce que j'ai dit, il est presque prêt pour la Ligue nationale, puis Columbus, eux aussi, devraient entamer une quand même reconstruction lors des prochaines années. Puis je pense que ça va passer par l'attaque, parce qu'ils ont quand même des bons prospects à l'attaque.
À la défense, c'est pas si pire non plus maintenant avec Seth Jones. Fait que je pense qu'il devrait se tourner vers Pierre-Luc Dubois. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire à Jonathan. Depuis qu'ils ont échangé Ryan Johansson, ils ont perdu ce jeune attaquant de premier plan-là au centre qui pourrait être comblé par Pierre-Luc Dubois. Cependant, même si les Canucks, dans mon cas, Pierre-Luc Dubois est toujours disponible parce que les Canucks ont pris check run, je suis quand même allé avec Jesse Puljujarvi parce que c'est ça que j'allais dire avec les choix qui sont interchangeables entre Toronto et Columbus, donc 2 et 4. Parce que le directeur général des Blue Jackets, ben c'est un Finlandais, c'est Jarno Kekalainen. Puis lui, il va vouloir un des deux Finlandais, je suis à peu près certain. Lequel des deux, il s'en fout, c'est pas grave, mais il en veut un des deux. Je suis certain à 1000% de ça. Et bon, dans le fond, si Toronto avait pris Puljujarvi, ben il aurait pris Laine puis ça ne l'aurait pas dérangé, et vice versa. Mais je pense que Puljujarvi fitterait un peu plus à Columbus parce que justement, ben il leur manque un playmaker quand même, que ce serait pas un centre, c'est pas grave, mais ça leur prend un gars pour jouer avec Sad et toute cette gang là. Donc je vais avec Puljujarvi en 4e. En 5e, on va y aller avec les Flames de Calgary, Jonathan. Moi, avec les Flames, j'ai choisi check run. Okay. Je pense qu'ils ont plus avec leur capitaine qui s'en vient un peu vieux, je pense que ça pourrait être un bon choix d'avenir. Surtout qu'à la fin, ils n'ont pas tout besoin avec Godot et Monahan. OK. Marc-André? De mon côté, j'ai beaucoup hésité entre Puljujarvi et Chokran. J'ai pris quand même Jakob Chokran, surtout parce que les Flames ont un besoin en défensive, mais à l'attaque, ils ont des espoirs incroyables en Sam Bennett, Johnny Gaudreau puis Shane Monahan. À la défense, de plus en plus, il y a Dougie Hamilton, mais sinon, Dennis Willman commence à vieillir, puis ils ont un besoin de défenseurs de plus en plus. Maxime? Moi aussi, j'ai décidé d'y aller avec un défenseur pour remplacer Mark Giordano à moyen ou long terme. Donc moi, contrairement à vous, je suis allé avec Hugh Levy. Je pense qu'il va devenir un défenseur plus complet, plus meilleur pour évoluer avec les Flames. On sait qu'ils ont une attaque exceptionnelle, mais je pense que Hugh Levy va quand même bien fitter avec cette équipe-là. Puis quand Giordano va s'approcher de la retraite ou ralentir, comme on le voit présentement avec Markov à Montréal, Hugh Levy va être prêt à prendre sa place. On sait que c'est quand même un gars qui est bon dans les deux sens. Je pense que c'est ça qu'il faut pour remplacer Giordano à Calgary. Parfait. Alors, moi, je vais t'avouer que j'ai hésité aussi, en fait, à ce moment-là. Sauf qu'au 5e rang, ben, selon mon repêchage, Pierre-Luc Dubois, ben, il est toujours disponible. Fait que les Flames sont allés avec la meilleure option possible, qui est, selon moi, Pierre-Luc Dubois. J'ai hésité beaucoup rendu là, parce que, oui, Juho Levi est encore disponible, et j'ai hésité beaucoup entre ces deux-là. Mais bon, j'ai pris le meilleur joueur qui était disponible, donc, selon moi, qui est Pierre-Luc Dubois. Comme le temps avance de plus en plus, j'ai le goût qu'on finisse sur un débat. On fera pas la loterie au complet, mais on va s'arrêter après le 9e rang, c'est-à-dire après le Canadien de Montréal. Fait qu'on va finir sur... on en a jasé un peu avant de commencer à être en onde, puis ça débattait pas mal. Fait que j'ai le goût qu'on finisse là-dessus. Au pire, on fera peut-être le 10e pour faire un chiffron aussi, là, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, on est rendu 6e rang, les Jets de Winnipeg. Le choix de Jonathan. Mathieu Tkachuk. Je rappelle que son père, Mathieu Tkachuk, avait commencé sa guerre avec les Jets. Et je pense que les Jets vont tenter d'aller de ce côté-là aussi. Pour avoir le père qui pour eux et le fils. Marc-André? De mon côté, je suis allé vers un gros bonhomme de 6 pieds 6, vers... ça sera pas long, je n'ai pas le montré. Vers Logan Brown, un excellent joueur. Avec tout ce que vous avez dit avant qu'on commence, moi je vais avec un joueur comme ça. Logan Brown, 6e au total à Winnipeg. Wow. C'est un big shot. Maxime Larouche, 6e Winnipeg. Moi, dans mon draft,
Chacun est encore disponible. Okay. Donc, je vais aller avec lui à Winnipeg, qui ont quand même pas pire de joueurs qui ont un bon potentiel à l'attaque. À la défense, c'est respectable aussi avec des Just Mercy, Tyler Myers. Mais je pense qu'avec un joueur comme Chacun, il s'assure une très belle avenir à la ligne bleue. Je pense qu'on bâtit tout par la défensive. Donc, pour eux, ça serait important d'avoir un bon top 4 dans le futur, un top 3 défenseur. Donc, pour cette raison-là, j'ai décidé d'y aller avec Chacun. OK. Je vais conclure sur Winnipeg en disant que peu importe qui les Jets vont choisir, ça ne leur dérangera pas parce que, en tout cas, c'est mon opinion, mais ils ont la meilleure banque de prospects de toute la Ligue nationale. À toutes les positions sont forts. Ils n'ont aucune position faible. Que ce soit aile gauche, aile droite, centre, défense, gardien, ils ont toutes. Toutes. Donc, peu importe qu'ils choisissent un attaquant, un défenseur, ils n'auront pas de problème. Le joueur que j'ai mis, par contre, c'est un défenseur, c'est Oli Uo-Levy. Même s'ils en ont beaucoup, c'est pas grave. C'est, comme on disait tantôt, c'est un gars qui est capable de contrôler le jeu. Donc, qui pourrait venir aider à Winnipeg éventuellement. Mais ça aurait pu être n'importe qui aurait été repêché par les Jets. Ça aurait pu être Nylander, ça aurait pu être Tkachuk, ça aurait pu être n'importe qui aurait été correct. On va donc maintenant le 7e rang, les Coyotes de l'Arizona, le choix de Jonathan. Moi, je dirais les Coyotes qui vont être le choix qui est Alexander Nylander. Alexander Nylander? Ouais. OK. Marc-André? De mon côté, Fleury est encore disponible, mais il pourrait sortir premier jusqu'à là. Moi, je crois que l'Arizona... pas l'Arizona. Ouais, c'est l'Arizona pourrait le choisir. Maxime? On a-tu perdu Maxime? L'Arizona va le... Bon. Ça a bugué. Ouais, un petit peu. Ah, d'accord. Là, c'est mon tour. Ouais. OK. Moi, j'ai décidé d'y aller avec Tkachuk parce que on l'a mentionné tantôt, l'Arizona cherche une vedette. Puis je pense que lui, il pourrait bien fitter dans les plans de l'équipe. J'aurais bien aimé y aller avec un défenseur, mais rendu à ce rang-là, Uo-Levy et Chacun, ils ont été sélectionnés. Donc, il y a un défenseur aussi qui n'est pas nord-américain. Son nom m'échappe. Sergachev. Sergachev, il est patineur nord-américain parce qu'il joue, à Windsor. À Windsor. Ouais. OK. Donc, j'hésitais peut-être entre lui et Tkachuk, mais dans les circonstances, je vais y aller avec Tkachuk simplement à cause de l'économie en Arizona pour attirer peut-être une vedette qui pourrait remplir les arénas à long terme. Okay. Comme j'ai dit tantôt, avant qu'on commence le draft, quand Jonathan en a parlé, j'ai effectivement mis moi aussi Matthew Tkachuk au 7e rang avec les Coyotes de l'Arizona. Tout simplement parce que, encore un attaquant du côté de l'Arizona, c'est sûr, sauf qu'ils n'ont pas ce type d'attaquant-là. Ils n'ont pas un attaquant avec du grit qui va être, qui a un style un peu plus rough, là, mais je veux dire, parce que d'un autre côté, ils ont Duclair, ils ont Domi, ils ont Christian Dvorak, ils ont Strome, mais ils n'ont pas de joueurs comme ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils pourraient amener cette dimension-là en Arizona qui n'existe pas encore. Parce qu'un coup que Shane Doan va être parti, il va manquer ça un peu aussi. Ce petit côté-là que Shane Doan amène. 8e rang maintenant, les Sabres de Buffalo. Jonathan, ton choix? Malcolm McLeod. McLeod, au 8e, OK. Ouais. Donc un gros centre pour aller à Buffalo. Marc-André? De mon côté, j'irai avec un gars comme Matthew Tkachuk, un excellent joueur, puis avec un Jack Eichel, ça serait un très bon duo. Maxime? Prochainement. Moi, encore une fois, je vais y aller pour la défensive avec Sergachev. Il va pouvoir amener peut-être une dimension un peu plus offensive à la défensive des Sabres. On sait qu'il y a quand même des bons défenseurs, mais moi, je crois que le trou de Tyler Myers n'a jamais vraiment été complètement complet. On le sait, Myers, ça a été un peu controversé. Il est arrivé dans la Ligue nationale, a connu un début de carrière du tonnerre. Ensuite, ça a été un flop. Mais je pense qu'avec Sergachev, on pourrait essayer de remplir ce trou-là qui a été laissé depuis le départ de Myers. Mais
vous allez me dire qu'il y a quand même une banque de défenseurs qui pourraient devenir potentiellement des bons défenseurs avec les Sabres. Mais je pense que Sergachev, avec un bon gabarit, pourrait s'imposer à la ligne bleue et devenir quand même un défenseur élite avec les Sabres. Ouais. Faut dire que Rasmus Ristolainen, c'est tout un prospect en défense. Ça, là, c'est malgré qu'il je dis prospect qui est déjà là, mais ça s'annonce s'annonce très beau dans son cas. Donc, mon choix pour les Sabres de Buffalo, 8e au total, Alexander Nylander. Je pense que je suis le dernier qui l'a choisi. Du côté de Buffalo, ils sont allés, d'après moi, avec le meilleur joueur qui était disponible. On dit de Alex Nylander que c'est du côté des habiletés en offensive, selon certains experts, ce serait lui qui a le plus d'habileté offensive dans le repêchage. Donc, c'est vraiment un joueur talent offensif brut. C'est ça. En fait, on l'a vu au championnat mondial junior qui a pris les rênes de l'équipe suédoise carrément quand son frère a été blessé, entre autres. Il a vraiment pris les devants avec cette équipe-là, puis je l'ai choisi avec les Sabres de Buffalo. On va terminer sur le 9e rang. On va y aller avec des choix un peu plus émotifs, vu qu'ils nous concernent peut-être un peu plus avec le Canadien de Montréal. Je passe la parole à Jonathan. C'est qui ton choix? Olli Juolevi. Qui? Olli Juolevi. Ok, Juolevi, ok. J'adorerais le voir à Montréal. Marc-André? De mon côté, je suis pas un grand fan du Canadien, mais j'irai avec un Pierre-Luc Dubois. Il veut jouer à Montréal. Peut-être que Montréal avancerait peut-être même son choix pour l'avoir. Mais moi, je crois qu'un Pierre-Luc Dubois pourrait atterrir à Montréal. Ce serait une option que Montréal puisse s'avancer pour avoir Dubois. J'irais peut-être pas nécessairement à la course au premier overall, là, parce que ça coûterait probablement les yeux de la tête. Mais un gars comme Dubois, effectivement, ça pourrait être une option intéressante. D'après moi, si le Canadien bouge pas, je suis à peu près certain qu'il sera plus là. Il sera plus là au 9e rang, ça, je suis pas mal certain de ça. Là. Donc, est-ce que le Canadien va s'avancer? Peut-être. Le fit serait bon, c'est sûr. Est-ce que ça va être possible? On verra. Maxime, c'était le Canadien de Montréal, tu choisis qui? Nylander, tout simplement, tu l'as dit, il y a beaucoup de talent offensif. Je pense qu'à Montréal, ça fait longtemps qu'on attend un attaquant comme ça. On a Galchenyuk qui s'est développé dernièrement quand même. Puis c'est une belle surprise qu'on a eue en fin de saison. Enfin, l'éclosion de Galchenyuk. Mais je pense qu'avec Nylander, c'est aussi un centre. Mais je pense qu'on a vu Galchenyuk à l'aile droite. C'est un centre, Nylander? Nylander, il peut jouer n'importe où. Sincèrement, là, selon Elite Prospects, il est aile gauche, aile droite. Mais selon ce que Craig Button avait dit en entrevue, c'est que tu peux le faire jouer à n'importe quelle position en attaque puis il va être correct. Okay. Moi, je le mets à l'aile droite avec Galchenyuk, Pacioretty. Pas nécessairement l'année prochaine, mais à long terme, c'est un trio que je vois bien. On a Galchenyuk, puis lui qui aurait des attitudes offensives tout simplement formidables. Puis on a Pacioretty qui, on le sait, il va être capable de marquer 40 buts par saison. Donc, je pense que c'est un trio qui pourrait enfin ressembler à un vrai premier trio à Montréal. Donc, pour cette raison-là, je vais y aller avec Nylander juste à cause de ses habiletés offensives. Parfait. Alors, je vais conclure pour ce choix du Canadien de Montréal. Ça, j'ai hésité, je vous en ai parlé avant qu'on commence, j'ai hésité terriblement entre 3 gars qui étaient Logan Brown, Michael McLeod et Mikhail Sergachev. Et sincèrement, je vais me laisser tenter, je pense, par Sergachev, parce que je pense que Markov, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il vieillit. Il reste 2 ans à son contrat et le Canadien de Montréal n'a pas de défenseur gauche à part. On avait Tenordi, ça n'a pas marché. On avait Beaulieu, ça semble pas marcher. Mais là, ça va prendre quelqu'un et j'ai l'impression que ça serait plus difficile d'aller chercher un défenseur, que ce soit sur le marché des joueurs autonomes ou par transaction, que d'aller chercher des attaquants, pardon. Donc, j'ai pris Sergachev. Sergachev, on n'en a pas beaucoup parlé. On dit de lui, Craig Button a dit ce serait peut-être le meilleur défenseur du repêchage. Ça pourrait être lui parce que c'est, si on regarde tous les aspects du jeu, c'est en fait, overall, c'est le meilleur dans chaque.
En fait, si on a à lui donner une note au total, c'est celui qui aurait la note la plus élevée. Il est plus offensif qu'un Chikrin ou qu'un Yo Levy. Il peut jouer, il est peut-être un peu moins bon défensivement, mais il peut jouer vraiment dans toutes les situations sans aucun problème. On dit qu'il a un bon tir, il a un bon patin, il est bon pour passer, il a un bon physique, il est capable de jouer physiquement, défensivement il est bien, il est capable de contrôler le jeu. Tu peux lui donner n'importe quel nombre de minutes, puis il va les jouer sans problème. Donc, j'ai choisi en fait comme successeur à Andrei Markov. Alors, on fait-tu le 10e choix pour faire un chiffron ou on conclut là-dessus? Bon, ouais, on peut y aller avec le 10. On peut y aller avec le 10, parfait. Alors, le 10e choix, pour compléter ce top 10, c'est l'Avalanche du Colorado. Alors, je vais y aller avec Jonathan, ton dernier choix de cette sélection. Moi, j'ai pris le même que tu as pris pour Montréal, Sergachev. OK. Au Colorado, j'ai pris Sergachev. OK. Marc-André? De mon côté, j'aimerais mieux parler du 12e choix avec Caroline. On n'a pas parlé des gardiens, mais moi, je verrais un Evan Fitzpatrick atterrir en Caroline. Je le vois jouer pendant... ça fait 3 ans que je le vois jouer ou 2 ans. Un excellent gardien avec une belle position de jeu. Les Hurricanes ont besoin d'un gardien. Certainement, si Cam Ward il va bientôt terminer sa carrière, puis je vois un Fitzpatrick atterrir 12e. Surtout, il n'est pas très constant, mais peut faire un bon travail, à mon avis, dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu disais, Jonathan? Faut pas oublier que les Hurricanes ont quand même Alex Nedeljkovic et Oui. comme gardien espoir. Exact. Ils ont un prospect gardien. Faut dire que Cam Ward, il n'a pas été trop chanceux, hein. Cameron blessure Ward dans les dernières années, ça a pas. Ça aurait pu. Dans le prime de sa carrière, ça aurait pu être un des très 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 bons gardiens. Mais dans les 4-5 dernières années, il y a eu tellement de blessures que ça a complètement scrappé sa carrière, malheureusement. Puis on le voit quand il est en santé, c'est un bon gardien. Mais malheureusement, ça s'est un peu mal terminé dans son cas. Maxime, choix de l'Avalanche? Moi, j'hésitais beaucoup entre un défenseur et un attaquant, encore une fois, mais je vais y aller avec un gros centre. Je vais y aller avec Brown parce que, simplement, on a bien sûr McKinnon là-bas qui va s'imposer là. On a Duchesne, sauf qu'il Brown, je ne le vois pas atteindre la Ligue nationale avant ses 21, 22, voire même 23 ans. Donc, Duchesne, je pense que on va pouvoir peut-être préparer une transaction de ce côté-là parce qu'on sait, il y a eu beaucoup de rumeurs de transactions du côté de Duchesne. Puis je pense qu'on pourrait peut-être préparer une transaction de ce côté-là. Fait que ça devient un peu complexe. Mais moi, je prendrais Brown pour l'après Duchesne. Donc, ça, c'est dans ma tête que ça se passe. Donc, dans ce cas-là, un gars comme McLeod aussi aurait pu être intéressant. Ouais, j'hésitais beaucoup entre les deux. Je vais conclure donc sur le 10e choix de l'Avalanche. Je suis allé encore une fois avec un défenseur, étant donné que je trouve que l'Avalanche manque terriblement de bon personnel à cette position-là. Le premier joueur, en fait, un joueur issu des collèges américains qui est Charles McAvoy, qui est un défenseur droitier. Qui vient donc des collèges américains, qui serait mon choix pour l'Avalanche au 10e rang. Là-dessus, comme ça fait quand même ça fait près d'une heure et quart qu'on roule, on va conclure là-dessus. Donc, je salue les trois panélistes présents ce soir, Jonathan Lévesque de Rimouski, Marc-André Fortin de Sherbrooke et Maxime Larouche de Val-d'Or. Messieurs, salutations et merci d'avoir participé à l'émission. Et merci à toi. Merci à toi. Ouais. Alors, bonne soirée. Bonne fin de soirée et merci d'avoir été à l'émission, à tous les auditeurs et à la prochaine.